Bonjour à toutes et à tous. Au nom donc des Rendez-vous de l'Histoire de Blois et du Conseil scientifique, nous sommes extrêmement heureux d'avoir aujourd'hui avec nous Daniel Tartakovsky, qui va vous parler du retour de la rue, ou les mots pour le dire, comme le titre l'indique ici. Daniel Tartakovsky est extrêmement connue, mais je vais quand même dire quelques mots pour la présenter. Elle est professeure émérite d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire sociale de l'époque contemporaine, 20e siècle notamment, mais 19e, 20e, et notamment des mouvements sociaux. Elle a été présidente de l'université Paris 8, qui était mon université, donc ce fut ma présidente. Je garde un excellent souvenir des années passées à travailler avec elle. Ce dont elle va vous parler, la raison pour laquelle on a voulu l'inviter dans ce cadre de la ville, eh bien, c'est un livre qu'elle a publié il y a 2 ans avec quelques collègues qui sont Catherine Saliou, Claude Govard, Joël Cornette et Emmanuel Furex, sur Histoire de la rue. Et évidemment, la ville, c'est d'abord peut-être la rue. Alors, je ne sais pas si elle va nous parler de l'histoire de la rue depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, sans doute pas. Mais rien qu'en se limitant à l'époque contemporaine, à mon avis, il y a beaucoup à dire. Et donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Et je suis extrêmement heureux de l'accueillir. À toi, Daniel. Merci à toi. Et bonjour à toutes et tous. Oui, alors dans ce livre, qui était une histoire longue, on avait été attentif à des phénomènes de longue durée, ce qui fait qu'on avait un long chapitre qui s'appelait « Le long Moyen-Âge de la rue », en empruntant évidemment à un bon auteur. Et ce long Moyen-Âge de la rue, eh bien, nous le faisions remonter sur certains points jusqu'au XIXe siècle. Mais bien évidemment, dans cette longue durée de la rue, il y avait des phénomènes de rupture, traités dans l'ouvrage, des ruptures qui tiennent à la fois au progrès technique, on pense à l'éclairage, pour prendre un seul exemple, qui tiennent aussi aux politiques qui sont destinés à ordonner la ville, à pacifier la ville. Et bien évidemment, parmi ces ruptures, il y en a une qui fait franchir un saut qualitatif, un point de non-retour, c'est l'irruption de l'automobile. Ce qui fait que quand mes camarades m'ont dit « Toi, tu parles de la rue d'aujourd'hui », quand on a commencé à... J'ai dit « Oui, mais ça commence quand aujourd'hui ?» Alors, oui, aujourd'hui commençait indéniablement avec l'automobile, si ce n'est que dans cette phase, il y a quand même des moments, et donc je vais vous traiter de ce moment plus particulier où, après une séquence où l'automobile assoit son hégémonie, il y a un phénomène de remise en cause et de retour à la rue. Alors, dès l'émergence de l'automobile a entraîné assez précocement toute une série de théories qui visaient à asseoir son emprise sur la ville, toute une série d'utopies. Bien sûr, la charte d'Athènes, 1933, qui remettait en cause, et c'est en ça qu'on avait une rupture qualitative, la polyvalence constitutive de la rue au nom d'une stricte séparation nécessaire des flux de circulation et des fonctions urbaines. C'était la fameuse mort de la rue, énoncée comme objectif par Le Corbusier et qu'il avait tenté de mettre en œuvre à la Libération au travers du plan Voisin qui visait ni plus ni moins qu'à raser tout le centre de Paris, la Tour Eiffel et les archives nationales mises à part, Voisin qui n'a pas eu de suite. Mais le passage, enfin, cette irruption théorique de la place de l'automobile ne s'est pas mise en œuvre, manifestée dans les pratiques, n'a pas été ressentie de la même manière, au même rythme, selon les lieux. Si l'on prend l'exemple de la France, c'est d'abord de Paris, s'agissant d'automobile, cette interrogation sur la place nécessaire de la rue dans la ville, elle s'affirme dans les années 60, au moment où l'hégémonie grandissante de l'automobile se heurte à l'inadaptation du réseau urbain. Donc une cinquantaine d'années entre l'irruption de l'automobile et le ressenti et les adaptations qui paraissent comme indispensables dans la ville. D'où la nécessité, énoncée à l'époque par le président de la République, Georges Pompidou, d'adapter la ville à l'automobile et de renoncer, dit-il à l'époque, c'est une citation, à un esthétisme dépassé. Bon, alors après, il dira, je n'ai pas dit ça exactement comme ça, mais enfin, adapter la ville à l'automobile et renoncer à un esthétisme dépassé. Avec le sentiment, et là on est dans la logique de Le Corbusier, que la rue, hier polyvalente, multifonctionnelle, doit devenir, je cite toujours Le Corbusier, une machine à circuler. Alors je vais revenir sur ces éléments
je dirais quelques mots sur les théories critiques qui sont relativement précoces. Ensuite, et ce sera ma partie la plus longue, quels sont les acteurs de ce que j'appelle, mais je l'appelle après d'autres, le retour à la rue. Et puis, pour que vous ne vous impatientez pas, dans une dernière partie, mais beaucoup plus brève, je reviendrai sur ce que j'ai appelé les mots pour le dire, et puis surtout sur les limites de ce retour à la rue. Alors, un mot donc sur les théories critiques précoces chez les architectes, puisque dès 1953, le Congrès international d'architecture moderne, qui prend la suite des congrès dont la charte d'Athènes avait été l'expression en 1933, opère un renversement théorique qui remet en cause les principes de la charte d'Athènes, en préconisant un retour à la rue plurifonctionnel et en soulignant le rôle structurant à tous égards de l'habitat, du quartier, de la ville, c'est-à-dire ceux qui peuplent, ceux qui animent, ceux qui vivent dans ces espaces, qui construisent ces espaces. Théorie critique également aux États-Unis avec la philosophe Jane Jacobs, qui remet en cause les théories fonctionnalistes et le zonage, qui est issu des théories fonctionnalistes en architecture. Et elle oppose à ce zonage, donc dans la logique de Le Corbusier toujours, ce qu'elle appelle la ville intense. La ville intense qui est une ville qui se caractérise par les formes de complexité qu'elle abrite, et elle met notamment l'accent, et c'est intéressant pour nous aujourd'hui, sur le fait que la rue, les trottoirs constituent, je la cite, des facteurs de civilité. Nous sommes à la fin des années 50. Texte traduit très tardivement en français, qui n'a pas d'incidence immédiate, c'est pareil en 56 aux États-Unis, c'est traduit très tardivement en français. Alors en France, beaucoup plus tardif, mais j'exagère peut-être un peu. En tout cas, des théories critiques qui émanent d'intellectuels radicaux. Je pense, et là, ça n'est pas si tardif que ça, à Guy Debord, évidemment, avec la théorie de la dérive et les pratiques des situationnistes. Les situationnistes qui, en 68, écriront que contester l'ordre établi, c'est se réapproprier la ville. Donc la réappropriation de l'espace, de la ville, de la rue, comme modalité de la Révolution. On peut citer également Henri Lefebvre, un peu plus tardivement, mars 68, pour les écrits, qui érige la rue en substrat de ce qu'il appelle la ville faite, avec une dénonciation de la technocratie, et on a dans des formes différentes, et chez Debord et chez Lefebvre, une dimension politique de ces théories critiques, puisque l'un et l'autre, dans des formes différentes, considèrent que le capitalisme grandissant et la nécessité pour ce capitalisme grandissant de maintenir l'ordre dans la longue durée et depuis la Révolution française, je crois que c'est Debord cette fois-ci, ont créé un mouvement général d'isolement, donc la fragmentation, l'isolement comme modalité de la mort du politique finalement. Donc des discours sur la rue et sur la ville, mais qui se volent pour des discours évidemment politiques, l'espace urbain étant considéré comme une modalité de la remise en cause de l'ordre établi. Bien évidemment, 68 apparaît pour les situationnistes comme pour Henri Lefebvre et ceux qui l'entourent, comme une mise en œuvre de ce qu'ils escomptaient, de ce qu'ils attendaient, de ce qu'ils théorisaient dans les années qui précèdent. J'avais retrouvé un tract d'un comité d'action en 68, lorsqu'il se passe des choses extraordinaires dans la rue, c'est la Révolution. Alors, dans la presse, l'immédiate après 68, ça se traduit par une émergence, je suis spécialiste des mouvements sociaux, comme le rappelait mon camarade tout à l'heure, ça se traduit par une émergence de luttes urbaines, c'est plus souvent la ville faite, mais c'est des luttes urbaines pour réagir contre ce retour de bâton qui a lieu après 68. Alors des luttes qui se mènent sur le problème de l'habitat, sur les problèmes du transport, alors pas au sens où nous l'entendons, pour des transports en commun, pour une gratuité des transports, enfin pour un usage plus démocratique de ce que la ville peut offrir. Des luttes contre les projets Pompidou. Je rappelle l'autoroute, la rive gauche, la voie sur berge de la rive gauche, le parking devant Notre-Dame, la
l'autoroute qui devait traverser en surplomb Paris d'est en ouest, le massacre de Paris, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Louis Chevalier quelques années plus tard. Donc une dimension également patrimoniale dans ces mouvements. Et aussi dans ces mouvements du début des années 70, une dimension écologique. C'est le mouvement Vélorussion, une autre modalité de la Révolution, qui est animée par les Amis de la Terre, qui font surface dans cette séquence des années 70, avec des mouvements similaires à l'étranger, puisqu'à San Francisco, on a un mouvement qui s'appelle Critical Mass, et c'est avec les mêmes théories de réappropriation. En Grande-Bretagne, We Are Traffic, c'est un trafic bien pensé qui s'opposerait à ce qu'est le trafic auquel il faut faire face. Et tout ça nous amène évidemment à mon sujet, c'est-à-dire à ce coup d'arrêt qui va être marqué à partir, s'agissant de la France, je vous ai dit que les chronologies diffèrent selon les pays, s'agissant de la France, un coup d'arrêt en 1974. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1974 ? Il se passe que Valéry Giscard d'Estaing est élu précocement du fait de la mort précoce de Georges Pompidou, que du jour au lendemain, il interrompt la totalité des chantiers pompidoliens qui étaient en cours, des chantiers dont Antoine Pro avait écrit, je le cite, qu'ils auraient imposé à la ville haussmannienne des entailles similaires à celles qu'Haussmann avait infligées à la ville médiévale. Ceci n'aura pas lieu du fait du décès précoce de Georges Pompidou et de ce coup d'arrêt. Alors, comment il se manifeste le coup d'arrêt, indépendamment du coup d'arrêt mis aux travaux, ça c'est... Après, Paris est sauvé, enfin, un certain Paris est sauvé, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ça passe également, et c'est j'en suis dans mes acteurs, du retour à la rue, et la partie qui va être la plus longue, donc le rôle des présidents et des maires, donc un rôle politique au plus haut niveau dans ce phénomène premier acteur de ce retour à la rue, énoncé et mis en œuvre, une réflexion et une mise en œuvre d'une politique offensive en termes de transport en commun, et par là même d'espace réservé au transport en commun de manière à pouvoir permettre à tous, et non pas uniquement à l'automobile, de circuler dans l'espace urbain. Et puis chez Giscard d'Estaing, et c'est presque immédiat après son élection, un bousculement ostensible des usages convenus de la rue. Alors ça passe en 1975 par l'autorisation qui est donnée au Tour de France de s'achever sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'était le Saint des Saints, c'était l'espace, c'était la voie triomphale qui menait au Saint des Saints. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer dans un débat que c'est parce que le Parc des Princes était fermé pour cause de travaux. Certes, mais on aurait pu choisir un autre point d'aboutissement que les Champs-Élysées. Suivi par toute une série d'initiatives, le Paris-Dakar qui démarre de la place de la Concorde, le Marathon de Paris, donc des espaces complètement, enfin une subversion des espaces traditionnels, d'un certain nombre d'espaces de souveraineté et je dirais presque d'une religiosité civique de la ville. C'est prolongé, amplifié par Jacques Chirac, élu maire de Paris en 77. Je vous rappelle qu'en 77, pour la première fois, Paris a un maire élu et que Jacques Chirac va absolument chausser ce type de rapport à l'espace public avec la multiplication, et ça va être également prolongé ensuite par François Mitterrand, et par leurs successeurs. Donc ça devient une constante des politiques à la fois présidentielles, municipales à Paris, et puis la France étant ce qu'elle est, à partir de là, ça s'étend dans ce qu'on n'appelle pas encore les métropoles, mais ça s'étend à la France entière. Et alors, sans entrer dans les détails, ça passe par le développement d'une multiplicité d'appropriations à caractère festif, fête ne voulant pas toujours dire la même chose. La rue civique, je pense évidemment à la fête du 10 mai, c'est une rupture dans les pratiques politiques, 10 mai 80, excusez-moi. Je pense aux fêtes du bicentenaire, François Mitterrand, je pense au millénaire ensuite, sous Jacques Chirac, des fêtes qu'on a appelées des fêtes instituées à vocation populaire, fête de la musique, nuit blanche, journée du patrimoine, des initiatives qui se développent dans la France entière, mais qui franchissent les frontières très vite,
Et ça témoigne, parce que le sujet, ce retour à la rue n'est pas une spécificité française, ça témoigne d'un besoin. Ça répond à des besoins qui n'étaient pas exprès manifestés, mais c'était pas gagné au départ. Hein. Immédiatement, non seulement d'une certaine manière, nous en sommes aussi une expression ce jour. Et alors, c'est fait, ça se traduit par des usages, on brouille les frontières de la nuit et du jour, la nuit blanche, les frontières des usages, Paris-Plage, sous les pavés la plage, d'accord, mais les frontières publiques-privées, journée du patrimoine. Ça se traduit aussi par un brouillage de la portée symbolique de certains monuments. La fête en l'honneur des Bleus lors de la victoire du mondial sur les Champs-Élysées. Alors bon, vous allez me dire c'est comme le Tour de France, mais non, c'est pas comme le Tour de France, parce que l'Arc de Triomphe, saint des saints, pour des générations, en tout cas pour 2 générations, devient un écran. Ça fait scandale à l'époque. Ça fait scandale dans les organisations d'anciens combattants. Et puis ensuite, c'est admis. Hein. Il y a une crise de la monumentalité qui participe de cette mutation des usages. Et alors, évidemment, c'est relayé à d'autres échelles par les associations. Et donc, il y a des liens, municipalité-association, fête des voisins, enfin, tout ce que vous voulez comme fête. Mais vous savez ça aussi bien que moi, donc je ne développe pas. Donc ça traduit, je crois, une universalité des attentes et des besoins auxquels ces nouveaux usages font face. Deuxième type d'acteurs, c'est simultané, mais il n'y a pas de lien, enfin il n'y a pas de directives qui sont données. Hein, les urbanistes. Les urbanistes qui remettent en cause, du fait d'une série de problèmes sociaux, entre autres, fin des années 70, mise en cause et remise en cause en action de ce qu'on appelait l'urbanisme sur dalle, qui était une forme de mort de la rue, hein, puisque la dalle ne communiquait pas avec le reste des réseaux urbains. Mise en cause des grands ensembles, qui étaient du mauvais Le Corbusier, c'est pas Le Corbusier qui est du mauvais usage de Le Corbusier, je dirais, avec tous les problèmes que ça peut poser, et qui participaient effectivement de ce fonctionnalisme mal mise en œuvre pour des raisons économiques, par ailleurs, des années 70. Et de la part de ces urbanistes, une volonté de réintroduire de la multifonctionnalité. Alors, en janvier 1974, il y a une revue qui est la revue de l'Atelier parisien d'urbanisme, La Pure, qui s'appelle Paris Projet. Et dans ce numéro de 1974, on qualifie la rue d'élément, je cite, constitutif du paysage parisien. Dans cette même année 1974, La Pure commande à François Loyer un ouvrage devenu un classique qui s'appelle L'immeuble et la rue. C'est sur le Paris d'Haussmann et post-haussmannien, qui témoigne d'un intérêt renouvelé pour la ville traditionnelle. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont mon âge, c'est le moment où il y a un phénomène de réhabilitation historiographique de l'urbanisme haussmannien qui avait un peu été mis suspect de tas de choses dans la génération 68arde. En 2007, la revue Urbanisme évoque voici le temps du retour à la rue. Donc je vous disais que l'expression n'est pas de moi. Et alors ce retour à la rue, eh bien, il se met en œuvre dans les nouveaux projets urbanistiques, à Paris comme ailleurs, avec la mise au premier plan ou la remise au premier plan, ça dépend. Les esplanades, une esplanade, c'est pas une dalle. Hein. L'esplanade, elle s'articule avec le réseau urbain, alors que la dalle, elle était en surplomb, donc elle isolait. Les espaces verts, les parcs, les jardins, il y en avait déjà, mais une nouvelle génération d'espaces verts, de parcs et de jardins. Les rues piétonnières, on en reparlera. Les trottoirs qu'il s'agit de restituer à leur fonction première. Alors ça passe aussi par la mise en place de ces tas de trucs qui rendent quelquefois les trottoirs difficiles à manier, mais enfin bon, il y a la volonté en tout cas de les restituer à leur fonction première. L'aménagement des parvis des gares, Blois en est un exemple, parvis dans la plupart des grandes villes, avec une attention à l'eau, au rôle de l'eau dans le réaménagement des parvis. Ça passe également par la volonté d'avoir un meilleur partage de la voie. Ça prolonge ce que j'avais dit sur Giscard d'Estaing.
le plan tramway qui est amorcé en 75 et qui passe d'abord par les villes de province et qui ne rejoindra Paris que très tardivement. Paris est très en retard par rapport aux aménagements des métropoles. L'intérêt pour les circulations douces, ça démarre très vite. Je vous avais parlé de Vélorussion, mais là on était dans l'opposition. Là cette fois-ci c'est des initiatives prises en charge par les municipalités. Un point chronologique pour rappeler que lors de la grève de 95, tout le monde s'est mis à faire du vélo. Parce qu'on n'avait pas le choix. Enfin, moi, je ne fais pas de vélo, alors je marchais à pied. Mais enfin, à part moi, les gens faisaient du vélo. Et la grève de 95 a contribué à un phénomène d'attention renouvelée pour ce mode de circulation douce. Rôle également l'année suivante, 96, de la loi sur l'air, qui amène les municipalités à prêter une attention plus grande d'un point de vue, cette fois-ci environnemental, aux mauvais effets de la circulation automobile. C'est-à-dire qu'on passe progressivement d'une réflexion 74 tournant du siècle, partager la voie, et puis progressivement, et je crois que les problèmes environnementaux y sont pour beaucoup, à une dimension offensive. On passe du partage à l'offensive contre l'automobile. Bon, Anne Hidalgo et les 50 km sur le périphérique comme point d'aboutissement, ça me permet d'aller vite. Et en 2018, pour la première fois à Paris, on a un recul de 5% du nombre de déplacements en Ile-de-France, et donc de déplacements en voiture, et un recul de 25% du nombre de déplacements en moto-scooter. C'est une première depuis l'invention de l'automobile. Donc là, il y a une inversion qui est mesurable. Troisième type d'acteurs, oui, ça devrait aller très bien. Troisième type d'acteurs, les artistes et ceux qu'on a appelés, après les manifestations altermondialistes, les activistes. Activistes. Donc des cultures urbaines qui sont apparues, enfin ce qu'on appelle des cultures urbaines, qui sont apparues aux marges des institutions, initialement en rupture avec les institutions, qu'il s'agisse des musées, des salles de théâtre, avant de finir par s'institutionnaliser pour la plupart d'entre elles, et qui participent de ce retour à la rue. Alors, c'est intéressant, par exemple, de partir de l'expérience de Villeglé et de Haines, Haines, qui décollaient des murs les affiches lacérées pour en faire des œuvres d'art qu'ils transposaient dans les musées. On allait de la rue au musée, et on peut comparer avec les conceptions et le travail du photographe JR qui écrit j'ai la plus grande galerie du monde, les murs du monde entier. C'est de la galerie à la rue, alors qu'on allait, enfin c'était d'abord de la rue à la galerie, et maintenant c'est de la galerie à la rue. Alors ça passe par tout ce que vous connaissez, les arts de la rue, mais bien sûr les graffitis, le happening, le hip-hop, le skateboard, le rap, énormément de titres dans le rap. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. C'est le groupe qui est à nous, mais il y a énormément de chansons de rap qui ont la rue au cœur dans les intitulés, théorisés en 76 par Baudrillard, l'insurrection des signes, il s'agit plutôt des graffitis. On pourrait également parler des habilleurs de la ville, comme Christo, qui redessine l'espace à partir d'un habillage de la ville. Ça doit être mon quatrième type d'acteur. La rue militante. Alors j'avais envie de mettre tous les politiques d'un coup, mais en fait c'est pas tout à fait la même chose. Ce que j'ai évoqué indique ce que je viens d'évoquer sur les artistes ou activistes indique déjà des phénomènes de compagnonnage qui se créent précocement. Enfin c'est du post-68 tout ça, entre des arts en rupture et l'engagement politique. Qu'on pense en 71, et là on est évidemment juste après 68, centenaire de la Commune de Paris, le travail que fait Ernest Pignon-Ernest, où il habille, enfin il recouvre tous les escaliers qui montent au Sacré-Cœur de morts, les morts de la Commune, depuis le bas des escaliers jusqu'au haut des escaliers, et Ernest Pignon n'aura cesse dans le monde entier, un petit peu comme JR, là aussi de réhabiller la ville à partir de dénonciations qui sont éminemment politiques. Qu'on pense, j'évoquais JR, qu'on pense également je ne sais pas comment il faut l'appeler, Jürgen Goertz, c'est les contre-monuments qu'il établit dans les villes. Il avait mis en place, ça s'appelait les mots de Paris, MOTS,
C'était des SDF qui étaient installés devant Notre-Dame, et le monument, c'était les SDF. Donc les gens disaient qu'est-ce que vous faites ici? Et donc les SDF racontaient qu'ils étaient SDF et c'était un monument. Alors ça avait été financé par la ville de Paris, hein, c'était en accord avec la ville. Ça avait fait débat. Il y a un ouvrage où il reprend l'expérience et qui est très intéressant. Et ces phénomènes d'interpénétration, on les retrouve par exemple dans la Gay Pride, hein, la première Gay Pride 1999, où cette interpénétration elle est constitutive de ces formes nouvelles d'expression dans l'espace public. Bon, en Grande-Bretagne, en 96, on a un collectif qui se constitue et qui s'appelle Reclaim the Street. Réclamons la rue, enfin, la rue est à nous, traduit en français, je crois. Qui définit la rue comme, je cite, un moyen de... Enfin, la fête urbaine, et par une réappropriation de la rue, comme un moyen de lutte contre la mondialisation capitaliste et la domination de l'automobile. Hein, et on retrouve cette association qu'on avait évoquée à propos de Lefebvre ou de Bord. Et le concept de rue libre se répand à travers le monde. Hein. Alors dans les pays francophones sous la forme rue libre et dans les autres sous d'autres formes, mais ça devient un concept. La France participe de ce mouvement. Elle y participe, par exemple, par ces mouvements qui consistent à se réapproprier l'espace public. Mais, et vous avez constaté, je dis elle y participe, et vous avez constaté, j'ai parlé de happening, j'ai parlé... tous ces mouvements viennent d'outre-Atlantique, hein, ou d'outre-Manche. En général, ces nouveaux usages de la rue sont très largement déployés d'abord outre-Atlantique et outre-Manche, et les mots, mais je vais y revenir sur les mots pour le dire, nous le deux, contribuent à nous, comme j'ai changé mon plan, du coup je bafouille. Mais la France a une spécificité, c'est le rôle politique que la rue a joué en longue durée. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage qu'on a fait avec mes collègues, on a un chapitre qu'on a écrit, non pas à 10 mains, parce que Catherine Saliou, sur l'Antiquité, nous avait dit, non là, écoutez, je suis désolée, mais moi pas, hein, pas pour l'Antiquité. Mais en tout cas, nous avons consacré un chapitre au rôle politique de la rue, au sens la politique qui se fait par et dans la rue depuis le Moyen-Âge jusqu'à, en tout cas hier. Aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, peut-être un petit mot, parce que d'abord, c'est ce que je connais le mieux quand même, et ça va m'amener progressivement à mes mots. Quand j'avais travaillé sur les manifestations de rue, j'avais constaté... Bon, ça commence quand, la manifestation? Mauvaise question pour les historiens, hein, quel que soit le... Mais en tout cas, ce que j'avais constaté, c'est qu'il y avait un basculement qui s'opérait au XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, on parle des mouvements de la rue, puis des fois on met une majuscule la rue, sujet fantasmatique des révolutions et de l'histoire. Et au travers d'un processus mou et lent, on en vient à basculer des mouvements de la rue, où la rue est sujet de l'histoire, à des manifestations de rue, où la rue est un espace où se développe une protestation. Alors, les manifestations de rue ainsi comprises, qui ont une longue histoire, mais ce n'est pas mon sujet, connaissent une très forte croissance après les années 70. Ce n'est pas la conséquence immédiate de 68, hein, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il y a une très forte croissance qui tient à la démultiplication des causes, enfin, la disparition des projets unifiants, la multiplication des causes et la multiplication des acteurs, et notamment des acteurs associatifs. Croissance des manifestations... Alors, à Paris, c'est quelquefois, c'est assez rapidement 10 ou 12 manifestations déclarées dans la journée, hein, quand on allait... Il y en a des toutes petites là-dedans, hein, mais enfin bon, c'est une montée en flèche avec une croissance exponentielle qui n'en finit plus. Ça veut dire aussi une démultiplication des lieux, parce que s'il y a bien un impératif pour la présence de police à Paris, c'est que tout le monde ne soit pas au même endroit. Et notamment dans l'appropriation des lieux, il y a la revendication de ces espaces qui ont été ouverts au public par les politiques giscardiennes, chiraciennes, mitterrandiennes, etc. Et donc on voit la Gay Pride demander les Champs-Élysées. Ils ne l'ont pas. On voit la manifestation des catholiques pour la défense des financements de l'école libre 83, demander les Champs-Élysées. Ils ne l'ont pas. Mais on voit bien que personne n'aurait osé demander les Champs-Élysées 20 ans plus tôt, quoi. Il y a un phénomène de... La rue est à nous, la rue est à tous. Et puis finalement, les gilets jaunes, ils y vont sans demander. Hein, donc on voit bien que
et un phénomène de croissance de ce que la préfecture appelait, j'avais trouvé le mot très joli, dans les manifestations inopinées, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas la déclaration préalable. Ces manifestations des années 70 jusqu'à aujourd'hui, elles se caractérisent par une très grande porosité des pratiques. Et là, on retrouve ce phénomène du lien entre artistes et manifestants. D'abord parce qu'il y a des petites manifestations, petites au point de vue du nombre, le DAL, Greenpeace, Amnesty, Handicap, d'autres, qui compensent le nombre par le spectaculaire et qui font de la performance politique. Et là, évidemment, il faut quand même s'adresser à des gens qui savent faire ça et qui le font très très bien. Ce qui m'amène, je crois que j'ai rien oublié. Oui. Donc j'en viens rapidement à ce que j'ai appelé pourquoi est-ce que ce sous-titre, les mots pour le dire. Je suis partie d'une remarque que faisait Pierre Sanso. Pierre Sanso écrit en 1976 un ouvrage qui s'appelle Poétique de la ville. Il n'est pas situationniste, mais il écrit sur le rapport du piéton à la ville, hein, et il participe de ceux qui remettent en cause, enfin qui pleurent sur le Paris perdu. C'est à peu près contemporain du massacre de Paris de Louis Chevalier, hein, comme ouvrage. Et alors, dans ce livre, il déplore, je cite, que le terme de rue cède de plus en plus fréquemment à artère, voie de circulation, impliquant, dit-il, que la rue est livrée à la circulation qui en chasse les hommes. Voilà, il constatait un glissement dans la manière de nommer les choses. Alors, dans la période dont je vous parle là, un peu rapidement, là, au pas de course, on a un phénomène inverse. J'ai parlé tout à l'heure des urbanistes. Dans les textes que je citais, c'est-à-dire les revues professionnelles, hein, de la Pure et autres, on a une irruption massive de la notion d'espace public, qui fonctionne comme un synonyme de rue. Mais là où on disait rue, on dit espace public. On parle de la même chose. Mais le mot espace public, et évidemment, on ne dit pas la même chose. Bien évidemment, mais on désigne le même objet, mais on ne dit pas la même chose, puisqu'on intègre dans la dénomination les usages. Et par là même les hommes et les femmes, bien sûr. Ça très présent dans le discours des urbanistes, des élus, en tout cas des élus parisiens, mais ailleurs aussi, c'est parce que j'ai eu ces documents-là sous la main. Dans un numéro de 77 de la revue Paris Projet, que j'ai déjà cité, on nous dit qu'on désigne, on définit. Et donc si on définit, c'est parce que c'est bien la prise de conscience que c'est un usage nouveau. Je ne dis pas un mot nouveau, mais un usage nouveau. Alors l'espace public, on désigne par là, dit la revue, les espaces verts, les rues piétonnes, les places, les mises en valeur du paysage et le mobilier urbain. Ça gagne la dénomination des métiers, puisqu'on voit apparaître en 78 ville de Paris un service de l'espace public. Et ça devient d'usage courant pour désigner des espaces ouverts à tous ou qu'on veut ouverts à tous. Et on désigne à la fois l'espace et les appropriations de l'espace, c'est-à-dire les pratiques sociales que les espaces reconfigurés ou dont on reconfigure les usages autorisent. Donc d'une certaine manière, des lieux et des pratiques devenus absolument consubstantiels et désignés par ce terme qui absorbe les données d'espace public, qui entend désigner, je vous ai dit que je nuancerai à la fin, c'était pour pas que vous vous énerviez, parce que des fois j'ai des gens qui s'énervent en disant ouais, mais c'est pas pour tout le monde, hein. Donc je vous le redirai à la fin, c'est vrai. Partage, mixité, tolérance, convivialité, urbanité, citoyenneté, tous des termes qu'on associe à cette volonté d'espace public. La ville de Barcelone, c'est intéressant pour nous par rapport au JO en 2014, hein, qui avait accueilli les Jeux Olympiques en 2014, ayant été à l'époque qualifiée de ville de l'espace public, avec d'ailleurs tous les problèmes que ça peut poser par ailleurs, mais ceci est une autre histoire. Donc voilà, un glissement de terme. Un deuxième glissement de terme, street, le terme street, qui devient envahissant. Alors, dans le rap, hein, c'est la street mon pote. Je ne sais plus quel est l'auteur, mais c'est la street mon pote. Et alors, c'est le street art, le street food, les street artistes, la street photographie, le street golf, street museum, street party, piano street. Il y en a de nouveau tous les jours. Qui nous indique bien l'origine anglo-saxonne.
Cet usage, enfin ces constructions avec street, ne désignant pas des écoles, mais érigeant la rue en sujet constitutif des interventions, qu'elles soient sportives, culturelles, etc., culinaires. Donc des interventions qui se veulent à la fois conceptuelles, performatives, critiques, dans la relation à la rue. Enfin, j'ai presque fini, donc ça va, on aura le temps de discuter. Sur le plan politique, c'est le phénomène inverse. On était parti des mouvements de la rue, on a glissé des mouvements de la rue aux manifestations de rue, et puis voilà qu'en 2002, Jean-Pierre Raffarin, lors d'un mouvement contre la réforme des retraites, déclare « Ce n'est pas la rue qui gouverne ». Terme qui va être ensuite repris par la totalité des présidents de la République et des ministres. Ça devient un classique. À l'époque, je me suis toujours demandé s'il avait mis une majuscule ou pas, mais comme c'était sur les ondes, évidemment, je ne le saurais jamais. Mais je me rappelle, j'étais en train de défiler quand on a entendu le discours. Et avec des copains, là, on s'est dit, il vit dangereusement. Hein. Dans un pays comme le nôtre, c'est pas la rue qui gouverne. Alors oui, effectivement, 2 jours plus tard, il y avait une manif avec 2 fois plus de manifestants. Hein. À l'époque, les guignols de l'info avaient inventé le Juppéton. Hein. À chaque fois que Juppé parlait, le nombre de manifestants augmentait. Alors là, c'était un autre Juppéton. C'était évidemment une formule pensée et provocatrice, mais qui a provoqué immédiatement un renversement du stigmate. Hein. C'est comme la banlieue rouge. La rue est à nous. La rue est à nous, qui est devenue à qui elle est la rue, elle est à nous dans toutes les manifs qui se respectent ou presque depuis 2002. La rue est à nous devient à ce point populaire qu'elle investit la publicité. Tati, qui a disparu depuis, avait fait des affiches avec la rue est à nous, et c'était les vêtements Tati, hein, populaires. Et puis alors dans un autre genre, ça investit la mode au plus haut niveau. Dolce Gabbana trouve un modèle, c'est un japonais, il est le clochard chic. Et il défile dans il est le clochard chic. Il est superbe, et les tenues du clochard chic sont absolument superbes aussi. Et en 2013, au Met à New York, une exposition qui s'appelle Chaos to Culture, excusez-moi, sur la culture punk, en termes de mode également. Donc un phénomène d'appropriation générale. Bon, alors je conclus, enfin je conclus pas, c'est pas une conclusion du tout. Mais oui, alors cette prise en compte des pratiques, peut-être avant de revenir sur les limites, la prise en compte des pratiques, elle a des effets en matière d'urbanisme, puisque ça amène maintenant les urbanismes, en lien avec les municipalités souvent, à penser, à imaginer et donc à mettre en œuvre des espaces dédiés. Vous savez peut-être qu'Anne Hidalgo a entrepris la refonte de toutes les grandes places de Paris. Non, c'était déjà Anne Hidalgo. La première était la place de la République. Et pour la première fois, dans le cahier des charges, donc pour l'organisation du concours, il était indiqué que les architectes auraient à prendre en compte le fait que la place de la République abrite fréquemment, alors on ne disait pas des manifestations, on disait de grands rassemblements populaires, mais les manifestations sont un grand rassemblement populaire, et c'est la première fois que c'est inscrit à un cahier des charges pour la refonte de l'espace. Ça passe également par des aménagements du type des espaces pour le skateboard, au départ très mal reçus par les pratiquants qui disent mais non, nous on est c'est de la critique urbaine, donc si on nous concède des espaces, ça ne nous intéresse absolument pas. Bon, finalement, il y a des phénomènes là, je parlais d'institutionnalisation, mais d'appropriation d'espaces dédiés. Des murs dédiés par certaines villes, quelquefois d'ailleurs à la suite de marchés pour des fresques de toute nature, voire pour des graffitis, c'est pas des graffitis, mais il y a une association à Paris qui s'appelle Mur rue de Charonne, où les artistes se relaient tous les mois. Ça veut dire qu'on sait qu'au bout d'un mois, ça sera effacé par un autre, mais il n'y a jamais d'entorse à la norme convenue entre eux en lien avec la mairie d'arrondissement. Les fan zones, qui sont aussi une modalité de restructuration de l'espace, comme on les a vus. Bon, alors est-ce que la rue serait effectivement devenue ce creuset, ce village que j'évoquais tout à l'heure ? Bon, évidemment, plusieurs limites
à mettre en... Je vais me contenter de citer parce que vous savez ça autant que moi et comme ça on pourra discuter. Simultanément à tout ce que je viens d'évoquer, il y a des phénomènes de ségrégation perpétuée ou renouvelée. Alors, ségrégation sociale, j'y avais pas pensé, enfin on l'a pas vu quand on a fait le bouquin avec les collègues, mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, au 18, Gavroche, hein, le gamin des rues, et puis le gamin il disparaît de la rue. Alors il y a un phénomène de retour à la rue avec les rues des enfants le long des écoles, mais c'est des espaces dédiés. C'est vrai que les enfants ont disparu de la rue parce qu'on a peur, enfin, pour des quantités de raisons, mais parce que la rue est un espace qui peut être menaçant, et donc qui amène en réaction, on est dans des phénomènes à construire ces rues pour les enfants le long des écoles, mais bien évidemment plus massif, exclure de la rue tous ceux qui sont l'expression de la misère économique et sexuelle. Bon, et alors c'est vrai que là, la longue durée était intéressante parce que le refoulement de la prostitution aux marges des villes, ça a commencé avec l'Antiquité et on l'a vu dans des formes différentes tout le long de l'ouvrage, mais ça passe également par le refoulement des SDF, et là on l'a vu à Paris avec les JO et ailleurs, les JO, hein, où il s'agissait que Paris soit une ville propre et policée, et donc on pousse. C'est pas le grand renfermement des pauvres britanniques, mais toute chose étant égale, c'est cacher ces pauvres que je ne saurais voir. Je n'ose plus citer les Pics d'Or, parce que c'était la Fondation l'Abbé Pierre, bon, on va dire Emmaüs, qui décerne des Pics d'Or aux villes qui ont mis en place ces dispositifs les plus pourris pour faire en sorte que nul ne puisse s'asseoir dans un endroit dès lors qu'on n'a pas envie qu'il y soit. Ça, c'est pour la dimension sociale. Pour la dimension urbanistique, c'est simultanément à tout ce que je viens de dire des phénomènes de segmentation. Les couloirs, les espaces assignés, les rues piétonnières, oui, mais alors les rues piétonnières, très vite, il y a des contradictions d'usage entre les riverains et ceux qui s'installent pour les fonctions nouvelles. Les rues franchisées, qui par là même privent d'autres rues des centres-villes de leur fonction du multifonctionnalisme qui les caractérisait. Donc un phénomène donc à la fois de segmentation. Alors on n'en est pas encore, il y a des travaux des sociologues qui ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur les gated communities, hein, les espaces qui sont clos, qui sont très développés notamment dans des pays d'Amérique latine. Les sociologues ont tendance à penser qu'on n'est pas tout à fait là en France, mais enfin on s'en rapproche, enfin on y travaille, d'aucuns y travaillent en tout cas. Donc simultanément il y a ces phénomènes de morcellement, de redéfinition, et puis il y a ce phénomène, en même temps la rue devient route et la route devient rue, et c'est les gilets jaunes sur les ronds-points qui sont entre autres un symptôme de cet urbanisme diffus qui amène à des redéfinitions des usages des espaces. J'ajoute que j'ai parlé de la France, que j'ai parlé un tout petit peu d'outre-Atlantique et d'outre-Manche, mais que bien évidemment, ce que je viens de dire serait totalement inadéquate à un certain nombre de villes-mondes. Ces villes où l'urbaniste Rem Koolhaas, un folk context, c'est lui, hein, c'est pas moi, je ne me permettrai pas, qui évoque la nécessité de villes-mondes où, je cite... Ah pardon. Alors je recommence. Donc Rem Koolhaas, urbaniste, c'est l'équivalent de la mort de la rue. Depuis en pratique il en est revenu. Enfin, qui avait écrit Folk Context et qui préconisait donc la ville-monde où aucun résidu contextuel n'a survécu pour venir contaminer le nouveau, l'avenir. Et l'avenir, ça peut être, et je m'arrête là, des réalisations qui ont été faites à Singapour ou dans les Émirats, qui sont à la fois, ou à Shanghai, ce qu'on a appelé les rues verticales. On monte jusqu'à 400 mètres, 400-450 mètres, et on peut naître dans la tour et y vivre et y mourir. Toutes les fonctions d'une rue
sont concentrés, mais au lieu de se promener dans l'espace, on change d'étage. Et puis c'est aussi, mais je crois qu'il a été abandonné, le projet de la rue tubulaire dans un des Émirats, qui devait faire 2 km de long, d'un tube dans le désert, évidemment à air conditionné, et où là encore, toutes les fonctions de la rue se trouvaient concentrées à l'intérieur du tube, mais je crois que ce projet bat de l'aile en ce moment. Bon, je m'arrête là, comme ça on a le temps de discuter. Il nous reste un quart d'heure, c'est pas trop mal. À vous. Merci beaucoup Daniel et merci beaucoup d'avoir laissé pas mal de place à la discussion. On a un quart d'heure parce que je pense que c'est un sujet, et je vois déjà des mains qui se lèvent, qui évidemment touche tout le monde puisque la rue est à tout le monde et donc tout le monde a certainement quelque chose à en dire et peut-être d'ailleurs à débattre avec vous. Donc j'ouvre la discussion déjà ici. Alors il y a un micro, parlez bien aussi pour que ça puisse être enregistré. Hein. Oui, donc vous avez parlé de l'usage de la ville à des fins politiques, culturelles, environnementales, et voire même aussi quand vous avez parlé de la prostitution déviante. Mais j'aurais aimé que vous évoquiez aussi l'appropriation contemporaine de la rue à des fins déviantes, criminelles. Parce que la rue, que ça soit en banlieue ou dans d'autres quartiers, la rue est également un lieu de trafic en tout genre. Et moi je pense également aussi à un lieu de prouesse sportive, mais qui sont plutôt criminels, c'est-à-dire le rodéo automobile. Voilà. Oui, alors mon sujet, c'était pas les usages de la rue, c'était le retour de la rue, et donc je me suis davantage intéressée aux acteurs qui ont énoncé et mis en œuvre des pratiques nouvelles. Les usages déviants de la rue faisaient partie de notre longue durée dans le livre qu'on a écrit avec les collègues. Pour ceux qui ne le sauraient pas, à Paris, dans le quartier des Halles, il y a encore 2 rues qui ne sont pas dangereuses du tout, mais elles s'appellent toujours, on a gardé les noms, c'est bien, la rue de la Petite Truanderie et la rue de la Grande Truanderie. C'est des noms qui sont hérités de l'époque médiévale. Et donc là, on était précisément dans ce long Moyen-Âge de la rue. Donc je vous disais qu'il y avait certains aspects qu'on pouvait parfaitement tirer depuis, dans la longue durée, jusqu'à aujourd'hui. Donc je n'en ai pas parlé parce qu'à ma connaissance, ces usagers d'un type un peu particulier que vous venez d'énoncer, et dont je ne nie pas la présence, continuent. N'ont pas le sentiment, n'ont jamais exprimé ou mis en œuvre des usages d'un type nouveau. Simplement, dans un monde compliqué où on est, ils ont parfois une visibilité qui pose tous les problèmes que vous évoquez. Mais donc d'accord avec vous, mais c'est pas, je les ai pas oubliés. Voilà. Si ça avait été les usages de la rue, ils auraient été là. Oui, une autre question. Oui, je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion de vous intéresser aussi à la rue rurale, parce que vous nous avez parlé des grandes villes et même des villes-mondes. Et la rue rurale, peut-être, est-ce qu'elle n'a pas totalement disparu? Enfin, aujourd'hui, on peut traverser les villages, on sort de Blois, on fait 10 km, et on traverse de village en village, et on voit jamais personne du matin au soir. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de penser ça, et de ce qui a vidé cette rue? Est-ce que c'est aussi le phénomène automobile? Et quel regard vous avez là-dessus? Merci de votre question, parce que quand je sors d'ici, je dois aller là sur France Inter juste en face, parce qu'on a un débat avec Morisseau sur la ville et campagne. Donc merci. Tout à fait à la fin de l'ouvrage, je développe en m'appuyant sur des travaux des sociologues, donc il y a des références sur effectivement la porosité maintenant entre la notion de rue et de route. Et là, ça s'appelait la Grand Rue, et c'est vrai que la Grand Rue est en général devenue une route, et que c'est là, je crois que le phénomène de retour à la rue, qui est malheureusement que des villages doivent penser, parce qu'après quand il y a 4 accidents graves de camions qui rentrent, etc., ça finit par poser des problèmes, mais évidemment ça remet en cause la notion même, je crois, de village ou de petite ville, d'où les nécessités de contournement avec tous les débats que ça pose. Mais oui, une question tout à fait importante. Évoquée vaguement à la fin du bouquin. Je vois une question là-bas, peut-être. Oui, ici déjà. Allez-y. Et après peut-être là. Ah non, vous allez courir pour aller de l'autre côté. Alors, peut-être là et après là, on va essayer de les regrouper géographiquement dans la salle, pour ne pas trop vous fatiguer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion, dans le cadre de vos recherches, d'aborder la question du genre dans la rue et de la manière dont
vous parliez de la manière dont l'humain ou le peuple ou la population s'approprie la rue. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir une appropriation différenciée peut-être entre les gens et les questions que ça pose? Oui, alors c'est très présent dans le livre. La première fois qu'on s'est rencontrés pour réfléchir un peu à ce qu'on voulait faire, on s'est dit... et on n'a pas pensé aux enfants. C'est le moment où on aurait dû aussi penser aux enfants, mais peut-être parce qu'on a été obnubilé par le fait que c'était un problème. Donc ça circule. Et là, vraiment, ce qui nous a frappé, c'est à quel point on est dans des phénomènes de longue durée. Catherine Saliou évoque dans sa partie, donc Catherine Saliou est une spécialiste d'Antioche dans l'Antiquité, donc plus généralement des villes du monde méditerranéen dans l'Antiquité. Et alors, comme je n'ai pas complètement révisé ça, je vais être vague dans les dates, mais il y a un moment, je crois que où les femmes ne peuvent pas se déplacer dans les villes romaines en voiture tirée par des chevaux. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Et puis, comme ça finit par poser des problèmes, finalement, les femmes mariées obtiennent l'autorisation mais les phénomènes de discrimination de la place des femmes dans l'espace urbain. Alors, on a abordé les problèmes de la prostitution, mais la question du genre ne se limite évidemment pas à la question... sont très présents dans le livre, avec notamment le fait que, s'agissant non pas des déviants ou de toute la misère humaine, mais s'agissant du cœur de ce qui fait la ville, les femmes y sont très présentes par le biais des métiers de la rue, par le biais du commerce de rue. Donc il y a une forte présence. Dans la partie finale, j'ai abordé la question de l'islam, ce qu'on ne saurait voir dans la rue, et donc le problème... qu'est-ce que c'est que l'espace public et du voile dans l'espace public. Donc oui, c'est là. C'est délibérément là, je dirais. Alors juste à côté, après... Ce que je souligne, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais c'est que là, c'est un peu comme pour monsieur, ça faisait partie de nos phénomènes de longue durée, dont il fallait voir comment ils se matérialisaient de façon très différente selon les périodes, mais on pourrait reconstruire le livre autour de thèmes, et ça ferait partie des thèmes transversaux. Merci de ces exposés. Avez-vous eu l'occasion d'examiner le problème de dégénérescence de la rue du fait de la déprise des commerces, elle-même engendrée et accélérée par le e-commerce et la dévitalisation des villes par ce phénomène? Alors, je ne suis pas sûre qu'on l'ait bien dit dans le livre. Mais je voudrais répondre. En allant à un colloque, donc après que le livre soit sorti, on se dit, mince, j'ai oublié. Donc, effectivement, il y a un collègue qui est intervenu sur les enfants dans la rue. C'est pour ça qu'on n'avait pas vu. Et alors, je vais vous répondre en fait à ce qu'il avait dit, parce que comme c'est pas dans le livre, justement, ça enrichit. Il disait à quel moment est-ce que les enfants... Il dit, moi, j'ai joué dans la rue. C'était un gars qui était plus jeune que moi, hein. Il dit, moi j'ai joué dans la rue, enfin moi aussi j'ai joué dans la rue, on jouait à la marelle dans la rue. À quel moment on a arrêté de laisser les enfants faire une marelle sur le trottoir d'en bas? Et il dit, c'est beaucoup lié au commerce. Aussi longtemps qu'il y avait des commerces de proximité, il y avait on n'avait pas demandé aux commerçants de regarder les enfants, mais on savait qu'il y avait un œil qui regardait ce qui se passait. À partir du moment où les commerces de proximité se ferment, et là, c'est un peu lié à ce que je disais très rapidement tout à l'heure sur le développement des rues franchisées, à l'écart des villes souvent, hein, ou des zones commerciales qui aboutissent à une disparition. Alors il y a le e-commerce, mais il y a aussi Enfin, avant qu'il y ait eu le e-commerce, il y avait le phénomène des zones commerciales qui ont tué les centres-villes, hein. Qui ont tué un certain nombre de centres-villes, en lien aussi avec la désindustrialisation. Ça a effectivement abouti à ce que des rues, et peut-être que ça rejoint aussi ce que vous disiez, il y a des espaces qui étaient des espaces de vie civile, je dirais, et qui, parce qu'ils perdent cet élément constitutif de la rue qui était le commerce, qui finalement faisait le lien entre l'espace public et l'espace privé. La boutique, elle était ouverte sur la rue, mais c'était un espace privé, c'était précisément le lieu du passage, sont devenus des espaces préoccupants, dangereux, voire occupés par d'autres. Et donc il y a évidemment un lien entre tous ces éléments-là. Juste là, il y avait une question de monsieur. Oui, il y a un monsieur là-bas. Attendez le micro qu'on puisse... Qu'est-ce que vous pensez moi, ce semble être quand même une contradiction entre ce qu'on appelle la mobilité douce,
avec les vélos, tout ça, et puis un peu le conflit d'usage dans la rue et sur les trottoirs entre automobilistes, piétons, cyclistes, et puis les gens qui font de la trottinette. Ah ben moi je pense rien, hein. Mais alors je vais profiter de votre question. J'ai cherché une photo et je ne l'ai pas trouvée. Enfin, dans le bouquin il y a une photo à Shanghai où on voit le couloir voiture, le couloir vélo et le couloir piéton. Donc j'ai fait la photo avec les 3 couloirs. Le couloir jogging, le couloir piéton c'est jogging. Mais depuis que j'ai trouvé cette photo-là et que je l'ai mis dans le livre, parce que ça me plaisait beaucoup, puis en même temps c'était le phénomène des villes d'ailleurs qui précisément sont dans cette tension entre le nouveau et puis la ville traditionnelle qu'on rase. Hein. J'avais lu un article, mais je n'ai pas trouvé de photo correspondante, où à Canton, on a aussi ajouté un couloir pour les piétons qui sont en train de téléphoner. Voilà. Donc je ne pense pas, mais je constate. Et par ailleurs, je navigue au milieu. Il me semblait qu'il y avait encore... Voilà, il y a un monsieur là-bas, peut-être... Oui, c'est bon. Alors. On va passer de ce côté-là de la salle. Bonjour et merci pour les propos tout à l'heure. Mais dans le retour à la rue, est-ce qu'il n'y a pas, dans certains cas, des raisons profondément économiques? Je prendrai 2 exemples aux extrêmes l'un de l'autre. L'extrême pauvreté, par exemple, dans un certain nombre de villages, fait que les gens n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Donc ils restent chez eux et chez eux pauvrement. Et de l'autre côté, dans des grandes métropoles, puisque beaucoup a été dit sur Paris ou sur les grandes villes, et Paris, certains des quartiers centraux, les loyers où l'immobilier est tellement cher que les gens qui y vivent, ils vivent dans des surfaces tellement petites qu'ils ont peine à y vivre. C'est-à-dire qu'ils sont amenés à avoir une chambre, une salle de bain pour les jeunes, les trentenaires qui vivent dans certains quartiers de Paris, qui sont une bonne part de la population, et de vivre dehors pour le reste de leurs activités. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension économique-là Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, à propos des grands ensembles, j'en ai rapidement parlé. J'aurais pu l'introduire là. Vous avez tout à fait raison. Ça a échappé à mon propos ici, mais en total accord. Étant entendu que, bien évidemment, c'est parce que là, c'est un peu un plan tiroir que je vous ai fait. Alors, le plan tiroir, il a les... tout ça est toujours mêlé, et donc on est dans un tous ces phénomènes réagissent les uns sur les autres. Parce qu'en fait, tout ce que je viens de dire, ça aboutit à une paupérisation. Enfin, ça aboutit à une hausse des loyers, à une paupérisation, et à tout ce que vous venez de dire. Donc, on ne peut plus... on ne peut plus d'accord avec vous. Peut-être alors, 2 dernières questions très rapides. Ah, monsieur, vous aviez déjà posé une question. Alors, une ici, et s'il n'y en a pas d'autres, monsieur, et après on s'arrêtera là. Très rapide, des 2 questions. Alors, bonjour. En fait, c'est pas une question, c'est juste une expérience positive que j'ai vécue il y a même pas un mois. Des projections des films en plein air dans une place c'est super parce que tout le monde peut participer. Et je me souviens qu'il n'y avait pas que les bobos de centre-ville, il y avait des jeunes de quartier qui sont venus aussi assister à un film gratuit Die Hard à Strasbourg, à Place de Château. Et je trouvais que c'était magnifique, j'avais juste envie de partager avec vous. Après, j'ai pensé, il n'y a pas que les projections des films, il y a les concerts qui sont en plein air, sur les places que les gens peuvent participer. Voilà, je me suis dit un moment positif dans la rue. Oui, alors ce que disent tous les artistes concernés, qu'il s'agisse de théâtre, c'est que leur objectif, c'est de faire en sorte que des gens qui ne savaient pas 5 minutes avant qu'ils allaient être un public, se construisaient comme public en liaison avec l'événement qui se produisait. Alors, monsieur, une toute dernière question, vraiment, il nous reste 2 minutes. Oui, alors il existe la police des mœurs, mais il y a également la police des rues, c'est-à-dire avec le système de vidéosurveillance. Et puis maintenant fleurissent beaucoup sur les pancartes à l'entrée des villes ou des villages. Alors, je ne me souviens plus. Comment ça s'appelle? Voisin vigilant. Voisin vigilant. Oui, c'est très développé dans le livre en lien avec les modalités d'exclusion. Je ne l'ai pas développé parce que le temps passait et que je voulais qu'on arrive à la discussion, mais oui, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel Tartakovsky.